Les deux jeunes sœurs vont jouer vraiment au détective privé. À partir du moment où elles ont compris que c'était pas un règlement de compte du milieu et qu'il y avait un problème et que le problème devait être d'ordre familial, elles vont exercer des surveillances, des filatures, c'est-à-dire qu'elles deviennent policières, elles deviennent enquêtrices et elles vont exercer donc un certain nombre de filatures de différents membres de la famille pour voir où ils vont. Elles notent tout sur un petit carnet, enfin comme dans un film, hein. Cette affaire commence un mardi 1er septembre 2015. Le garde forestier de cette grande garrigue qui est située au nord-ouest de Nîmes, qui s'étend sur des hectares et des hectares, c'est l'endroit où vont les promeneurs, les chasseurs, les amoureux. Et à un endroit, il y a une voie de chemin de fer qui est à environ 200 mètres de la route et un tunnel. Et ce garde forestier va faire une terrible découverte ce matin-là, pendant sa tournée. Il va découvrir une forme humaine, pour grande partie carbonisée. Visiblement, le corps repose face contre terre et toute la partie haute du corps est calcinée, c'est-à-dire de la tête à la taille. Il s'agit d'une personne assez corpulente et immédiatement, ce garde forestier va prévenir la police. Les techniciens de l'identité judiciaire, lorsqu'ils arrivent sur place, s'approchent évidemment du corps, l'examinent et découvrent qu'il y a vraisemblablement une trace au niveau de l'abdomen, une pénétration, hein, comme s'il avait reçu un coup de couteau. Donc il y avait vraiment une entaille à un endroit dans la peau malheureusement très, très abîmée, très détériorée par le feu. Techniquement, on a du mal en termes de médico-légal sur place d'aller plus loin dans les investigations, tellement le corps est abîmé. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il y a cette voûte du tunnel qui est recouverte de suie. Ce qui veut dire que très probablement le corps a été brûlé sur place. Et d'ailleurs on retrouve également de la suie sur le cadavre lui-même et tout autour du cadavre. Donc c'est vraiment la démonstration scientifique que le corps a été brûlé sur place. Moi la dernière fois que je l'ai vu c'est le dimanche matin, on s'est croisés en voiture aux alentours de 9h. Moi j'allais faire le vide-grenier avec ma mère et on s'est croisés en voiture. Et on s'est eu au téléphone après à 11h20. La dernière fois qu'on s'est appelé le dimanche. Et aux alentours de 13-14 heures, j'ai vu un article sur Facebook qui disait qu'ils avaient découvert un corps carbonisé pas loin de chez nous. Et lui s'est réveillé à ce moment-là et en fait je lui en ai parlé. Je lui ai dit, en fait c'était un fait divers, mais ce fait divers il m'a mis un nœud à l'estomac. J'ai ma petite sœur Sarah qui m'appelle et qui me dit que la fille de Lila, la boulangère, est devant la porte et que sa maman est inquiète parce que mon frère ne répond plus depuis dimanche au téléphone et qu'elle n'a plus de nouvelles. Et là, je sais pas. J'ai mon estomac qui se retourne et je regarde Michael et je lui pose la question, je lui dis depuis quand t'as pas de nouvelles de ton père? Et j'ai cette image de je tourne la tête et il me dit, et il prend son téléphone et il me dit, je sais pas, ma mère vient de m'envoyer un texto, elle est inquiète, ça fait 3 jours qu'il répond pas. Et là j'ai compris. Là, je sais pas pourquoi, je savais que c'était lui. Donc j'ai raccroché pour pas inquiéter Sarah, je lui ai dit que je la rappelais. J'ai regardé Michael et je lui ai dit, ils ont trouvé un corps, ton père il a disparu, c'est lui. Là il m'a dit arrête de dire n'importe quoi, donc je me suis levée, je suis sortie parce que mes enfants étaient à côté. Je voulais pas leur faire peur. D'entrée j'appelle le commissariat. J'appelle le commissariat et je leur demande s'ils savent si mon frère il est dans un hôpital ou en garde à vue. Je leur dis dites-moi ce qu'il est quelque part, qu'il a eu un accident, mais juste dites-moi que vous savez où il est. Et là, le monsieur me demande pourquoi je suis dans cet état. Et je lui explique, je lui dis que mon frère il a disparu depuis 3 jours. Et qu'on a découvert un corps et que je suis sûre que c'est lui.
Donc la police technique et scientifique arrive sur les lieux, donc organise donc les premières expertises sur place, et puis à un moment donné, au bout de cette expertise qui dure à peu près 6 heures, et puis le corps est transporté donc à l'Institut médico-légal de Nîmes, où il y a toute une batterie d'examens et de tests qui vont être faits pendant plusieurs heures, qui vont surtout viser à déterminer les circonstances de la mort, la temporalité, les causes, et puis surtout l'identité, parce qu'il manque toujours au cadavre. Donc pour le faire, ça va être relativement simple, c'est-à-dire qu'ils vont effectivement faire des prélèvements ADN qui vont passer notamment dans des fichiers de police, notamment le FNAEC, pour voir si c'était déjà quelqu'un qui était connu. Ils vont également prendre des empreintes digitales et les comparer à des fichiers également de police pour savoir effectivement si c'est quelqu'un qui est connu. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir identifier la victime, et puis ils vont petit à petit faire surtout des analyses pour voir quelles sont les causes de la mort. Au début de cette enquête, les policiers vont tenter de cerner un petit peu les derniers instants de Badré. Et pour cela, ils vont entendre des proches de la famille, à savoir Katharina, l'épouse de Badré, la mère de ses enfants, de ses 4 enfants. Katharina expliquera aux enquêteurs que ce dimanche-là, le dimanche 30 août, ils ont passé la journée ensemble, ils ont dîné ensemble, et qu'ensuite, Badré est sorti sans lui dire où il se rendait. Donc en début de soirée, vers 20h, 20h30 peut-être, il a quitté le domicile conjugal et il n'est jamais revenu. Katharina va tenter à plusieurs reprises de joindre son mari, mais sans succès. Et là, mon téléphone sonne. On est dans le garage de Badré et c'est le commissariat. Et là, la policière, elle me demande plus de détails. Sa taille, son poids. Et là, elle me demande s'il a subi une opération chirurgicale. Et donc, je lui dis que oui, parce qu'il avait un anneau gastrique. Et là, elle me dit, écoutez, présentez-vous au commissariat à 14h. Quand elle me dit ça, j'ai hurlé. J'ai hurlé et tous ils sont venus parce que j'étais sortie moi du garage quand mon téléphone a sonné. Et ils sont tous arrivés en courant en me demandant pourquoi je criais. Et je leur ai dit c'est lui, c'est lui. Elle m'a demandé pour l'opération, pour l'anneau, c'est lui. Et on est parti au commissariat. Les résultats des expertises, en tout cas, identifient la victime comme étant Badré Fekir, qui donc, voilà, est un habitant de 43 ans, qui habite à Millau, donc pas très loin de Nîmes, qui est bien connu dans la région, qui est un peu connu aussi des services de police parce qu'il a un petit casier judiciaire fait de quelques escroqueries. C'est pas un délinquant de grand chemin, mais voilà, qui est un petit peu connu dans la région, qui est père de 4 enfants. Et quelques heures après ça, il y a également la femme de Badré Fekir qui vient au commissariat pour apporter le même témoignage en disant je suis sans nouvelles de mon mari. Pendant ce temps-là, le travail de police scientifique a fait son œuvre, et effectivement la victime est identifiée comme étant Badré Fekir. Donc là c'est le début de l'enquête, voilà, qui prend un coup de fouet à ce moment-là. Au tout début de cette enquête, par le mode opératoire, donc le barbecue à la marseillaise, par la personnalité de Badré Fekir, et également par cette lettre anonyme, plus un autre témoin qui vient confirmer ce que les enquêteurs ont déjà entendu et soupçonnent déjà, on est en plein cœur d'un carottage dans un trafic de stupes. Donc, et c'est courant. En matière de stupes, les carottes sont fréquentes, mais les règlements de compte aussi. Badré Fekir est connu des services de police, mais c'est pas non plus, c'est pas Mesrine, hein, c'est pas un caïd local, c'est ce que j'appellerais un petit délinquant, un touche-à-tout. Il est connu pour des affaires de vol, des affaires d'escroquerie, des affaires de vol de voiture, une affaire de port d'armes. En tout, il a une dizaine d'affaires, enfin en tout cas 7 condamnations. Donc, ce qui est quand même déjà un joli palmarès. Au fil des années, Badré a une vraie ambition, celle de quitter la ZUP, de quitter Pisevin. Et
et de s'installer, d'acheter une maison et de mener une vie, je dirais, comme tout le monde. Il a construit petit à petit sa famille, il a sa compagne, sa femme, Katharina, il a ses magouilles avec ses voitures, qui bricole, qui revend, bref, et il va acheter une maison. Oui, un scénario petit à petit, c'est-à-dire que quand ils ont les résultats des analyses toxicologiques et de savoir ce qu'il avait ingéré, c'est-à-dire effectivement un cocktail un peu détonnant de cocaïne, d'antidépresseurs et d'alcool à haute dose, ils savent dès le départ que n'importe qui normalement constitué avec ce cocktail-là tombe à minimum dans une espèce de semi-coma. Donc ils se disent, voilà, cet élément-là ajouté au coup de couteau, à la strangulation et à l'incendie du corps, petit à petit, il y a une espèce de trame narrative criminelle, si j'ose dire, qui petit à petit se fait. Et là, on essaye de voir ses dernières 48 heures. On arrive à retracer que le samedi, donc il part de la boulangerie, donc aux alentours de 20h. On arrive à savoir comment il est habillé. On retrace sa nuit. On sait qu'il était en boîte de nuit. Donc, avec des collègues, on sait qu'il est sorti en boîte de nuit. Donc on arrive à savoir qu'il est rentré chez lui. Et Katharina donc nous dit qu'il est rentré, qu'il nous précise qu'il est rentré, qu'il a mangé là-bas, qu'il est resté, mais sans rentrer dans les détails. Elle dit qu'elle ne sait pas comment il est parti. Elle ne sait pas quand est-ce qu'il est parti parce qu'elle elle a passé l'après-midi au Siquarium. Et que le soir, quand elle rentre, elle sait qu'il était là parce que donc elle le croise, mais elle dit que ses enfants étaient très très fatigués, qu'elle va de suite les mettre au lit et qu'elle s'endort avec son fils en le mettant au lit et que elle sait pas comment il est parti, elle sait pas quand est-ce qu'il est parti, elle sait pas. Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, je reviens sur la discussion de la veille, la discussion des pieds nus. Et je rassure ma mère en lui disant, maman, tu sais, au fait, je sais ce qu'il avait Badr à ses pieds. Il n'était pas pieds nus quand il est parti de la boulangerie. Je reste sur la boulangerie. Et là, elle me dit, ah bon, qu'est-ce qu'il avait? Je lui dis, il avait des Air Max noirs avec une virgule blanche. Et là, en fait, Cathy, qui est assise à ma droite, elle dit, ah ben non, les Air Max, elles sont chez moi. Et je me tourne vers elle et je lui dis, comment ça, elles sont chez toi? Et elle me dit, oui, elles sont chez moi, elles sont posées dans l'entrée. Et là, du tac au tac, en fait, sans réfléchir, je lui demande, mais qu'est-ce qu'il avait à ses pieds, Badri, la dernière fois que tu l'as vu? Et elle me dit, il était pieds nus. Et là, je sais pas la façon dont elle m'a dit ça. Là, je me suis tournée à trois quarts vers elle et je lui ai dit, tu peux me raconter la dernière fois vraiment que tu as vu Badri? Et là, elle m'a raconté une histoire, déjà qui n'avait rien à voir avec celle qu'elle m'avait déjà racontée. Et elle nous a raconté l'histoire une histoire c'était pas Katharina qui parlait. Les policiers, on l'a compris, se dirigent spontanément vers un règlement de compte entre trafiquants, une histoire de truands. Il y a deux jeunes femmes qui ne croient absolument pas une seule seconde à cette hypothèse, c'est les deux sœurs, Hanan et Sarah. Elles connaissent leur frère. Elles savent très bien qu'il n'aurait pas été se mettre dans une sale histoire. Certes, c'est pas un enfant de cœur, mais il y a différents degrés en fait dans la délinquance, et elles le connaissent bien, leur frère, et elles savent très bien qu'il n'aurait pas été se mettre dans un mauvais coup. Les deux jeunes sœurs vont jouer vraiment au détective privé à partir du moment où elles ont compris que c'était pas un règlement de compte du milieu. Et qu'il y avait un problème et que le problème devait être d'ordre familial, elles vont exercer des surveillances, des filatures, c'est-à-dire qu'elles deviennent policiers, elles deviennent enquêtrices, et elles vont exercer donc un certain nombre de filatures de différents membres de la famille pour voir où ils vont. Elles notent tout sur un petit carnet, enfin comme dans un film. Hein. Dès lors qu'ils établissent avec certitude la piste de la double vie familiale, elle arrive en tête de liste des possibilités de mobile en fait. C'est-à-dire que au moment où, dans les premières heures dans les premiers jours de l'enquête, il y a deux pistes principales, c'est soit effectivement une vengeance ou un acte criminel lié à une escroquerie quelconque, ou
quelque chose de l'ordre du passionnel qui serait lié effectivement à la double vie qu'il menait entre sa famille officielle et puis sa famille officieuse, si j'ose dire, qui était celle rattachée à son lieu de travail. Les enquêteurs se posent la question de savoir si l'une des deux compagnes s'est dit à un moment donné, voilà, je ne veux plus partager cet homme avec une autre, et peut-être que là naît un mobile, et peut-être que ça aurait été effectivement la raison de ce meurtre. Je savais qu'elle mentait. Je savais qu'elle mentait. Dans sa façon de parler, je la connais tellement bien, on se connaît tellement bien comme elle nous connaît, je savais qu'elle mentait. Donc je l'ai laissé raconter son histoire, je me suis levée, je suis partie réveiller Sarah, qui dormait, et je lui ai dit, Sarah, je crois que je sais qui c'est. Et là, elle m'a regardée, elle m'a dit, c'est qui? Je lui ai dit, c'est Cathy. Et Sarah, elle m'a répondu, oui. Et c'est Mika qui a brûlé le corps, il brûle tout. Et là, c'est enquête plus. Là, c'était haute surveillance. On scrutait chacun de leurs gestes, chacun de leurs mots, chacun de leurs actes. On posait des questions détournées et on les laissait répondre. Donc les deux sœurs vont se transformer en détectives, en auxiliaires de police. Et elles vont faire quelque chose d'assez extraordinaire. En allant sur place, c'est-à-dire en allant devant la villa de la famille Fakir, elles vont constater, s'apercevoir qu'il y a des caméras de vidéosurveillance qui appartiennent à la maison d'en face. Et il y a notamment une caméra qui donne sur l'entrée du pavillon des Fakirs. Et elles vont demander à cette famille de visionner le tronçon qui va du 30 août au 2 septembre. La première chose qu'on voit sur ces vidéos, en tout cas ce qu'on ne voit pas, c'est Badré en tant que tel, parce qu'on ne le voit pas quitter le domicile familial dans la journée du 30. Et la deuxième chose, en avançant un petit peu les bandes, dans la nuit du 31 août au 1er septembre, en étudiant les vidéos, les enquêteurs vont s'apercevoir qu'il y a un étrange balai de voitures. On n'arrive pas très bien à distinguer combien de voitures exactement encore à ce moment-là, mais au moins 3 personnes sont vues au milieu de la nuit, il est à peu près 2 h du matin, donc au moins une personne qui gare l'un des véhicules à proximité du garage, et un coffre s'ouvre et on voit une ou deux silhouettes charger quelque chose dans le coffre et le balai de voiture repartir. Et non seulement ça intrigue les deux sœurs, mais ça intrigue également l'entourage, parce qu'il était de notoriété publique quand même que, notamment Michael, était très proche, voire fusionnel avec sa mère, et un peu en discorde, voire en disgrâce avec son père. Une histoire où il s'était à moitié battu à coups de tournevis. Il n'a pas invité son père à son propre mariage. Donc Michael n'a pas invité son père à son propre mariage. Donc ça en dit long quand même sur la nature de leur relation ou de la nature de la relation qu'ils entretenaient. Idem pour Jordan. Jordan, lui, n'avait, semble-t-il, pas l'air d'être bouleversé par la disparition de son père. L'arrestation et les gardes à vue, elles sont préparées toujours en amont. C'est-à-dire que les enquêteurs, pendant quelques heures avant le coup de filet, si j'ose dire, vont réfléchir méthodiquement comment vont se passer les gardes à vue, de quelle manière ils vont auditionner les gens. Et là, en l'occurrence, ces 3 personnes, ils savent qu'ils vont devoir les entendre en même temps, de manière séparée. Ils se doutent que les 3 personnes qui vont entendre se sont mis d'accord probablement sur un scénario préétabli. Donc la garde à vue pour eux, la garde à vue pour les enquêteurs, c'est un peu une course contre la montre. Ils ont un certain nombre d'heures, 24, parfois 48, pendant lequel il faut être extrêmement efficace, donc très méthodique. Donc ils ont préparé leur garde à vue, si bien que quand ils viennent chercher Catalina et les 2 enfants pour les placer en garde à vue, ils savent qu'ils vont les entendre en même temps, de manière séparée, dans des pièces séparées, et qu'à la moindre piste évoquée par l'un des 3, elle va être présentée aux autres, jusqu'au moment où, en espérant que ça puisse faire craquer l'un des 3 suspects et qu'il puisse en tout cas amener à des potentiels aveux. D'une plaquette de calmant qu'elle a écrasée et qu'elle a diluée dans une préparation faite de lait et de sirop que Badré a bu. Et voilà, au bout de quelques minutes, il ne s'est pas senti extrêmement bien, et donc il a préféré aller se coucher, et puis il s'est endormi. Et elle a été dans la chambre le rejoindre, elle explique qu'elle lui a noué les mains
Elle explique ensuite qu'elle lui a noué les mains, notamment parce que pour se protéger, si jamais il se réveillait, et qu'elle l'a étranglé, et qu'ensuite elle a été le charger dans la voiture, explique-t-elle, et le déposer sous le pont de la voie ferrée où il a été retrouvé le lendemain. Et donc ça correspond parfaitement aux images de vidéosurveillance où on voit le véhicule partir à 1h08 du matin et revenir à 2h25. Ce véhicule qui s'est garé en marche arrière contre la façade de la maison, c'est à ce moment-là qu'ils ont chargé le corps. Et ensuite ils partent, et le temps d'arriver sur place, le temps de procéder à la crémation, ils rentrent à 2h25 du matin. Donc tout ça colle parfaitement. Mickaël, en garde à vue, est beaucoup plus discret que son frère et que sa mère. Il est confronté aux aveux de Jordan, il est confronté aux aveux de Katharina, sa mère, et à partir de là, il décide de garder le silence. D'ailleurs, le droit lui autorise, et il ne dira plus rien. Et Mickaël ne livrera ses explications qu'au juge d'instruction à l'occasion de la première comparution. À ce moment-là, il est en présence à la fois de son frère et de sa mère, et il va indiquer au magistrat instructeur qu'il a effectivement participé au transport du corps et également à la mise à feu. C'est lui qui a aspergé l'essence et craqué l'allumette pour brûler son père. Il semble établi en tout cas qu'il n'était pas là au moment de la mise à mort de son père. Au début des investigations, les policiers sont persuadés que le mobile est un mobile crapuleux, un mobile financier, que ça tourne autour de l'argent, probablement parce que peut-être il va partir avec la boulangère et la laisser dans le besoin, peut-être même revendre la maison, donc en le tuant finalement, elle stoppe la fuite financière. Et puis, probablement parce que ça ne suffit pas, ou peut-être que c'est pas forcément le reflet de la vérité, Katharina va livrer une version nouvelle. Elle s'érige en femme battue. Elle dit qu'elle a vécu 30 ans dans la peur, que pendant 30 ans elle a été battue, violée, que son quotidien était un enfer, que Badré battait les enfants, la battait elle, lui prenait son argent, sa carte bleue. Elle décrit un véritable enfer où elle s'autoproclame une victime de violence conjugale. Ce couple allait mal, ce couple lui menait une double vie, on ne sait pas très bien ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il serait resté avec Lila? Probablement pas. Est-ce qu'il aurait continué à faire l'aller-retour, les va-et-vient? C'est pas une relation saine en tout cas. C'est pas une relation stabilisante, tranquillisante. Cette femme devait être quand même terriblement angoissée de savoir quel serait son devenir. Et de toute façon, si elle en est arrivée, sauf à ce qu'elle soit totalement folle, ce qui ne semble pas établi dans le dossier, mais pour en arriver à de telles extrémités, il y a forcément un mobile fort. Ça fait 30 ans qu'elle le connaît, c'est son ami d'enfance. Ils se sont connus, ils avaient 14 ans, 14-15 ans. Et elle attend qu'il ait 44 ans pour l'endormir, l'attacher, l'endormir et le tuer, et puis ensuite le faire brûler par ses enfants. Il faut un sacré degré de haine, de rancœur pour en arriver là. Donc, je crois plus à la femme battue, qui l'a peut-être jamais dit, parce que pour X raisons, qu'à un mobile purement financier, quoi.